Bonjour, c'est Kate Evan de l'équipe Audible. Audible, c'est une appli qui permet d'écouter des livres audio et des podcasts. D'ailleurs, Transfert, c'est le podcast par excellence. C'est devenu pour moi un rendez-vous incontournable. Oui, je sais, j'aime m'immiscer dans la vie de parfaits inconnus. Si vous appréciez aussi cette relation intimiste, je vous conseille d'écouter le livre audio Petit Pays, écrit et interprété par Gaël Faye. Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Vous avez déjà eu le sentiment de ne pas vous ressembler, de vous regarder dans le miroir et de ne pas être en accord avec vous-même? Cela arrive par exemple à l'adolescence. Vous aviez toujours eu les cheveux lisses et soudain, ils frisent. Qui est cette personne aux cheveux frisés? Vous avez toujours eu une énorme touffe sur la tête et soudain, des globes apparaissent au coin du front, là où naissent les calvities. Imaginez que ce sentiment de ne pas vous ressembler vous poursuive toute votre vie. Imaginez que chaque jour, il vous semble qu'une partie de votre visage appartienne à un ailleurs qui vous échappe. Vous écoutez Transfert, un podcast de Slate.fr produit par Louis Média. Cet épisode, signé Élodie Font, raconte l'histoire d'Emmanuel. Je suis née dans une famille tout à fait normale, tout à fait classique. J'ai été fille unique pendant 8 ans et à l'âge de 8 ans, j'ai eu la joie d'avoir une petite sœur qui s'appelle Ludivine. J'ai quand même été triste d'avoir eu mon enfance quand même toute seule. Et d'ailleurs, ma mère se moquait un petit peu de moi parce que je me parlais moi-même dans la vitre du four, ça faisait un miroir, et en fait, je me parlais à moi-même. Pour moi, ma petite sœur, c'était vraiment le cadeau du ciel, quoi. Et en fait, moi, quand j'avais 4 ans, j'étais persuadée d'être très laide. J'avais l'impression que mon corps à l'intérieur, que mon âme n'avait rien à voir avec mon corps. Je trouvais que j'avais une enveloppe charnelle qui correspondait pas à ce que j'étais, mais je comprenais pas pourquoi, en fait. C'était vraiment... Alors, je sais pas pourquoi, mais ma mère, elle me disait que quand même, quand on est blond, c'est mieux. Parce que ma mère, elle est blonde aux yeux verts, mon père, il est blond aux yeux bleus. Et moi, je suis un peu le vilain petit canard parce que je suis brune aux yeux marrons, aux yeux noirs, franchement noirs. Et donc, mais j'étais omnubilée par ça, en fait. Et dans mon album photo, et à chaque fois, je me disais, je vais m'apercevoir que, en fait, j'ai été adoptée. Et non, je revois des photos de ma mère enceinte, des photos juste après l'accouchement. Et là, je me dis, non, c'est pas possible. J'ai pas été adoptée. Et pourtant, j'ai ce sentiment d'avoir été adoptée qui a grandi avec moi et je savais pas l'expliquer, en fait. Mes parents ont divorcé quand j'avais 10 ans et je suis allée vivre chez ma mère. Bon, c'était un divorce très tumultueux, d'énormes tensions, et c'est un divorce qui a duré 25 ans. Et puis, les années passent, je suis adolescente et puis j'entends ma mère qui m'a toujours dit qu'en fait, elle a eu du mal à m'avoir, que c'était difficile, etc. Et que ma sœur, c'était différent. Ma sœur, elle l'a eu... c'était un accident, entre guillemets, mais bon, un heureux événement, elle s'y attendait pas, et que la manière dont elle m'a eu, c'était quelque chose de douloureux pour elle, en fait. Ma mère, elle me dit qu'elle préfère être femme qu'être mère. Voilà. J'ai mal grandi, voilà. Mes parents se sont très peu impliqués dans ma scolarité, par exemple. Ma mère me disait, si tu veux gâcher ta vie, c'est ta vie, c'est pas la mienne, donc voilà. Donc là, je suis adolescente, je vais passer mon bac et j'ai du mal à m'orienter, en fait. Je sais pas, j'ai pas du tout les mêmes envies que mon père et j'ai pas du tout les mêmes envies que ma mère. Et donc, je dois un peu trouver ma voie toute seule. C'est un peu bizarre, je suis un peu laissée un peu à l'abandon, en fait. Mes parents me disent absolument pas, me conseillent absolument pas. Donc, à la fois, je voulais faire des études de médecine, mais je me suis dit, j'en serai jamais capable parce que dans ma famille, il y a aucun médecin. Donc, je me dis non,
Mais comme il y avait quand même des avocats, des notaires dans ma famille, je vais faire du droit. J'ai fait ma première année, deuxième année, etc. J'ai fait Erasmus, mes études à Rome. Et puis à Rome, donc il fallait que je choisisse, on appelle ça une athèse, c'est une petite thèse. Et j'ai choisi la procréation médicalement assistée en droit franco-italien. Ça mélange la médecine et puis le droit. Donc je fais ma thèse à Rome et en même temps, j'ai une fièvre inexpliquée qui dure plusieurs mois et j'ai mal vers le dos et je comprends pas bien ce que c'est. Donc je fais ma thèse et en même temps, je fais les hôpitaux de Rome où les médecins cherchent quelque chose, même au niveau psychiatrique, parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Et puis finalement, on s'aperçoit que c'est une tumeur à la glande surrénale. Mais étant donné que j'étais enceinte, on me dit qu'il faut, que ça a l'air plutôt bénin, donc ils disent d'attendre la fin de ma grossesse pour voir en France, parce qu'ils me disaient, quand vous serez de retour en France, il faut absolument que vous fassiez vérifier ce truc-là. Donc, de mon retour en France, j'ai ma deuxième fille. Et puis, je rencontre donc un endocrinologue qui fait des analyses. Et puis, j'ai les résultats. Je dois attendre 3 semaines pour avoir les résultats. Et puis là, l'endocrinologue me dit, voilà, en fait, c'est cancéreux. Et là, il est vraiment particulièrement agressif. Alors, elle me dit, voilà, on va commencer la chimiothérapie. Et je lui demande pendant combien de temps. Et elle me dit, elle baisse la tête. Et je lui dis, jusqu'à ma mort. Et elle me dit oui. J'ai 28 ans. Ouais. Mon papa était à 2 heures de route. Et c'est la première personne que j'ai appelée pour dire que j'ai un cancer, quoi. Là, il pleure au téléphone, en fait, alors que j'ai jamais vu mon père pleurer. Je sais qu'il m'aime, mais un petit peu distant, en fait. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi, en fait. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas très fier de moi. Alors j'essaye de décupler un peu, de lui faire plaisir, mais j'ai toujours senti un peu une petite barrière, en fait, que j'ai pas compris. Et là, il y a un lien plus fort qui se met entre nous, en fait. On m'explique le protocole, mon papa est avec moi, et puis il me demande mes antécédents médicaux. Et donc, je lui dis, voilà, mon papa, il a eu un cancer des sinus il y a 20 ans. Et puis mon père, il me dit, non, mais ça, non, mais on n'en parle pas, c'est pas grave. Bon, il s'en est très bien sorti, il n'y a pas de problème. Et puis je voyais mon père qui était pas très à l'aise. Et puis, les années passent et ma glande s'est mise miraculeusement à refonctionner. Donc aujourd'hui, à partir de ce moment-là, j'ai plus pris de médicaments du tout, en fait. Voilà. Donc 4 ans après, j'ai 35 ans. Pendant toute cette histoire de cancer, etc., il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Quand ma sœur était en train de passer son bac, ma sœur m'a dit, regarde, j'ai trouvé un truc horrible. Quand on prépare son dossier pour l'inscription à la fac, pour préparer le dossier de bourse, etc., on doit montrer le jugement de divorce. Alors effectivement, d'habitude, c'est toujours notre mère qui nous donne le jugement de divorce. Elle nous donne que les 2 dernières pages, les pages qui sont utiles pour la fixation de la pension alimentaire, etc. Et donc sur ce papier, là, mon père a donné l'intégralité du jugement de divorce. Donc ma sœur, forcément, l'a lu. Et mon père n'a pas fait attention, en fait. Et donc sur l'intégralité du jugement de divorce, mon père dit qu'il émet des doutes sur la paternité de Ludivine, de ma sœur, en fait. Donc il dit qu'il a des doutes que ma sœur soit sa fille. Elle a ce papier entre les mains, elle tremble. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, on comprend pourquoi on ne se ressemble pas. On se dit, voilà, forcément, ma sœur, ça doit être ma demi-sœur. Et ma sœur n'est pas prête, en fait. N'est pas prête pour faire des tests, n'est pas prête pour aller un peu plus loin. Ça ne correspond pas. Donc moi, je comprends et j'accepte ça. Voilà, je me dis, c'est plus pour elle. Et donc, à l'âge de 35 ans, ma sœur était en train de refaire sa carte de groupe sanguin. C'est bizarre, je suis A, personne n'est A. Donc là, on se dit, il y a quelque chose de bizarre.
Et puis aussi, chez ma mère, il y a pas mal d'objets un peu bizarres. Il y a des petits chaussons, qui viennent d'un pays, lointain, qui sont là. Il y a une peluche qui appartient à ma sœur, qui est un peu, où j'ai pas le droit personne n'a le droit de la toucher, cette peluche. Il y a une photo qu'une copine de ma sœur a vue dans le tiroir de ma mère, d'un homme. Tous ces petits indices se mettent ensemble et on se dit qu'il y a quelque chose qui va pas, en fait. Donc là, ma sœur est prête et elle me dit: «Là, je suis prête, je vais aller poser la question à maman». Elle lui a dit: «Si tu nous dis pas la vérité, on va faire un test ADN et on saura. Donc tu nous le dis ou tu nous le dis pas, mais de toute façon, la vérité, on la saura». Alors OK, donc j'attends qu'elle m'appelle et puis elle me dit: «Bah, ça y est». Donc elle dit: «Mais il faut que je vienne, à la maison, il faut que je vienne pour te dire, ce qu'il en est parce que c'est pas du tout ce qu'on pensait, mais c'est, voilà». Donc elle vient chez moi et puis elle me dit: «Bah, voilà, en fait, effectivement, mon père, c'est pas mon père, mais c'est pas le tien non plus, parce qu'en fait, on est toutes les 2 conçues par don. On est toutes les 2 IAD». IAD, ça veut dire enfant conçu avec insémination artificielle avec donneur. Alors moi, je sais ce que c'est qu'être un enfant né par don, parce que j'ai fait ma thèse là-dessus. Ma sœur, elle y connaît un petit peu, mais pas trop. Donc c'est ma sœur qui m'annonce que nous sommes nées toutes les 2 par don. Moi, c'était le début de quelque chose et je me suis dit: «Non, on n'en est pas arrivé au bout là, en fait. Il y a encore un autre mensonge», j'en suis mais persuadée à ce moment-là. Je commence à réfléchir. Alors d'un côté, j'ai un gros soulagement parce qu'effectivement, bah oui, je crois tout à fait que je suis, née par don. Je comprends toute cette enfance, c'est un gros soulagement d'avoir ce secret enfin révélé, en fait. Toutes ces angoisses, tout ça porte un nom, en fait. Toutes ces angoisses, tous ces questionnements que j'ai depuis mon enfance, le fait que je ressemble pas, tous les souvenirs de ma jeunesse, de mon adolescence, de toute ma vie, refont tous surface. Toutes les problématiques, font surface et ça porte un nom et le nom, c'est «Enfant né pardon», en fait et je comprends, énormément de choses. Donc tout ça, trouvait un sens. Donc je suis allée voir mon père, en fait, avec qui j'ai plus de liens que ma mère. Donc je suis allée voir mon père, donc c'est à 2 heures de route de chez moi. Je prends la voiture et je dis à mon père: «Voilà, maman nous a dit que nous sommes nés comme ça, donc dis-moi la vérité». Et mon père, il me dit: «Bah oui, oui, OK, oui, insémination, oui, 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 insémination artificielle, oui, tu es née par insémination artificielle avec donneur, oui, c'est vrai, tu as été conçue à Berne». Il reste complètement froid. Je sens que c'est une blessure, en fait, qui est là. Mais j'en ai une aussi de blessure. Et à un moment donné, c'est bien joli de prendre soin de ses parents. À un moment donné, il faut qu'on pense aussi à moi et à ma sœur. Il faut que la vérité, on la sache, on la connaisse. Parce que là, c'est pas un secret de famille, c'est un mensonge. C'est différent. Et là, ça nous implique, en fait. C'est ma vie. Donc ils n'ont pas le droit de cacher des choses aussi importantes sur ma vie. Donc je lui dis que s'il dit pas la vérité, on se reverra plus. Donc je lui dis: «Écoute, je reste dans les parages, tu me rappelles». Donc je pars dormir à l'hôtel. Et puis j'attends et effectivement, il me rappelle le lendemain matin en me disant: «Voilà, ben, je vais te dire la vérité, tu peux venir à la maison et je t'expliquerai». Je vais avoir vraiment la porte de ma vie qui va s'ouvrir. Et il me dit effectivement, tu es née par, don de sperme parce que je suis stérile. Ils étaient dans la région, frontalière entre la Suisse et la France. Donc ils sont allés voir des médecins suisses qui leur ont proposé de faire ça. Et mon père m'a expliqué qu'à l'époque, les médecins disaient qu'il fallait absolument garder le secret pour le bien-être de l'enfant. Il fallait surtout pas révéler, à qui que ce soit, pour pas qu'il y ait de fuite, la réalité des choses. Voilà, donc il m'a dit: «Donc pour toi, nous sommes allés à Berne. Par contre, effectivement, pour ta sœur, c'est quelque chose de complètement, différent». Mes parents étaient en leur couple, n'allait plus très bien, en fait, hein. Ils pensaient à se séparer et cetera. Et à ce moment-là, ma mère est tombée enceinte d'un autre homme. Voilà. Et qu'en fait, comme c'était une histoire sans lendemain, il a décidé de faire comme si ma sœur était sa fille. Parce que lui, en fait, il m'a dit: «Bah, j'étais quand même content d'avoir Ludivine».
Donc il l'a considérée tout de suite comme sa fille. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents ont divorcé 2 ans après. Et en fait, mon père a rappelé l'amant de ma mère. Et ensemble, ils se donnaient des nouvelles de ma sœur. Et ça, ma mère l'a jamais su. Et alors mon père me dit: «Mais tu sais, ça change pas, je suis quand même ton papa». Je dis: «Bah, bien sûr que tu es mon papa, ça change rien du tout». Mais je le sens, pas bien quand même, en fait. Je pense qu'il aurait préféré que je le sache jamais. Peut-être qu'il avait peur que je l'aime moins ou je sais pas, mais vraiment, je lui dis: «Mais vraiment, je t'aime pas moins, ça a rien à voir, c'est». Mais par contre, moi, je veux savoir qui est derrière tout ça, en fait. Quand j'ai su que j'étais née par insémination artificielle à Berne, et ben, ma première réaction aussi, c'est d'être super contente parce que je sais qu'en Suisse, la loi, elle a changé et qu'en Suisse, on peut connaître, notre donneur, alors qu'en France, non. Donc je connais les lois puisque, c'était mon domaine, quoi. Au bout d'1 minute de recherche, je m'aperçois que c'est pas si idyllique, qu'en fait, j'aurais quand même du mal. Étant donné que j'ai été conçue il y a très longtemps, à cette période-là, les dossiers n'ont pas été, conservés, en fait. C'est très difficile d'avoir accès à ces données-là, même si la loi a changé. Donc avec ma sœur, on est plutôt dans la même situation, puisque ma sœur, elle a un nom d'une personne, de son père biologique, et moi, ben, j'ai pas de nom. Voilà. Tout de suite, elle va, enfin assez rapidement, elle va retrouver, ce père biologique, qui est, super content de la retrouver. C'est magnifique, c'est une super histoire qui commence et je me dis: «Ben, pour moi, ce serait formidable de retrouver tout ça aussi parce que, il y a quand même des choses qui sont génétiques, qui me permettraient de me connaître et de me comprendre moi-même un peu mieux, en fait». Et là, tout de suite, je me dis, «La quête, est-ce qu'elle va prendre toute ma vie ou pas?» Donc je vis un peu à travers elle, ce que j'aimerais moi vivre parce que moi, c'est le néant, intersidéral. C'est le néant. Je vais en Suisse, il y a rien. Je retrouve une fille, qui est née, pardon, comme moi. J'en retrouve qu'une, alors qu'en France, il y a une association de quand même pas mal de personnes, alors qu'en Suisse, j'en trouve qu'une. Donc je rencontre, cette fille qui a été née, comme moi, à Berne. Elle me fait part de toutes ses recherches et que alors chose, qu'elle me confirme, que ma mère m'avait dit, c'était qu'il disait que les donneurs étaient de toute manière des médecins ou des étudiants en médecine qui prenaient pas, d'autres donneurs. Donc elle me confirme ça, elle me dit: «Bon, ben, voilà, on a ça». Elle a vu un reportage qui a été fait, dans les années 1980 à la télé. Elle me dit: «Mais en fait, avec ce reportage que j'ai vu là», elle me dit: «Plus je réfléchis et plus je me dis que tu ressembles vraiment aux médecins qui, organisaient les inséminations avec donneur». C'est quand même, assez impressionnant. Quand je rentre chez moi, je te l'envoie. J'attends son email avec impatience et là, je reçois son email et puis je vois la photo qui s'affiche, de plus en plus là. Je vois son front, ses cheveux, mon Dieu. Et effectivement, je trouve que, ben, il y a une ressemblance, frappante, quoi. Alors là, le choc. Quand je vois la photo, le choc, elle me dit: «Attends, je vais faire mieux, je vais t'envoyer le film». Et je reçois le film et là, bah, le rechoc parce que je trouve que bon, bah, cet homme, il me ressemble, quand même, quoi. C'est tout, j'ai l'impression que c'est, toute la partie de mon visage qui me manque, qui est là, sur l'ordinateur. Donc c'est incroyable. Il a mes yeux, il a mon nez, il a, mes cheveux, enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Et après, quand je vois le film, il parle un petit peu comme moi, il s'exprime, avec des gestes, enfin, ouais, j'ai l'impression que je le connais, quoi. Donc et je me dis: «Bah, faut absolument que j'aille le voir». Donc je décide d'aller le voir. Donc je prends un rendez-vous comme si j'étais, une patiente. Donc c'est tout le monde parle allemand là-bas, donc c'était un petit peu, bizarre, mais bon, je prends un rendez-vous et j'y vais. Donc 4 heures de route avec mon mari qui est là, je vois cet homme qui a 73 ans, qui m'ouvre la porte, qui a l'air, très gentil.
Alors je dis: «Mais non, mais attention, je suis française», donc il parle très bien le français. «Peut-être que vous allez me mettre dehors, mais moi je viens parce qu'en fait, je suis née par don, de sperme, il y a 35 ans». Il me dit: «Ah d'accord», il me dit: «Non, non, mais vous inquiétez pas, je vais pas je vais pas vous faire sortir». Donc il est correct, voilà. Puis il s'assoit et il me dit: «Ben oui, donc vous voulez savoir qui est votre donneur, c'est ça?» Il me dit: «Ben oui, mais vous savez, je vais pas pouvoir vous répondre malheureusement parce que vous savez, je vais vous expliquer comment on fait». Donc en fait, il m'a expliqué comment il faisait à l'époque. On prenait le sperme de 3 donneurs et on les mélangeait et on les inséminait. Donc en fait, eux-mêmes ne pouvaient pas savoir qui était le donneur parce que, il y avait 3 possibilités en fait. D'accord. Et puis, là, il me revient, quelque chose d'assez important. En fait, quand j'ai discuté avec ma mère, quand elle m'a expliqué comment j'ai été conçue et cetera, elle m'a dit qu'elle a été inséminée par du sperme frais et je lui ai dit: «D'accord, OK. Par contre, moi, c'était du sperme frais». Et là, eh bien, j'ai vu, comme une réaction qui a changé. Alors je pourrais pas l'expliquer, est-ce que, c'est moi ou je sais pas du tout, mais en fait, il a réagi complètement différemment. «Ah d'accord, vous c'est du sperme frais, d'accord, d'accord». Et tout d'un coup, il a commencé à me parler de moi et à me parler de lui. «Ah oui, mais c'est vos cheveux qui sont si longs, alors c'était complètement, bizarre. Je je viens pas là pour savoir si mes alors il me dit: «Mais c'est vraiment vos vrais cheveux qui sont longs comme ça?» Je dis: «Bah oui, c'est mes vrais cheveux, bah oui, ils sont bruns, Comment a été votre enfance? Qu'est-ce que vous faites dans la vie?» Il s'est vraiment intéressé à moi. Qu'est-ce que je suis devenue? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je suis heureuse? Et puis il me parle de lui. Et puis après, je lui dis: «Ben, donc ça va, je vous plais?» Je lui dis en plaisantant. Et il lève les bras au ciel et il me dit: «Waouh, mais vous êtes une réussite, vous êtes ma réussite». Il dit: «Vous êtes, je suis fière et vous êtes belle, vous êtes intelligente». Et là, ben, c'était vraiment tout ce que j'attendais de mon père, qu'il a jamais osé me dire, je pense. Mais c'était tout ce que j'attendais d'un père qui me dise, en fait. Et c'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il était très heureux que je sois venue le voir. Il me dit, «Voilà, si tu étais venu plus tard, notre rencontre aurait pas pu être possible». Et je me dis: «Ben, c'est peut-être parce que, ben, il allait prendre sa retraite, en fait». Je me dis: «Bah, effectivement, si j'avais pris rendez-vous plus tard, j'aurais jamais pu le voir parce qu'il allait prendre sa retraite et j'aurais pas jamais pu avoir cette discussion». Il m'a dit: «En tout cas, tu peux revenir quand tu veux, ma porte est grande ouverte». Et vraiment, je suis très heureux de cette rencontre, ça m'a bouleversée, je suis très heureux. Donc j'en ressors bouleversée aussi, vraiment, une magnifique rencontre. Et puis je me dis: «Ben, je vais retourner le voir et puis je vais lui dire que je pense que c'est peut-être mon donneur». Mais je laisse un peu passer le temps parce que je veux pas montrer non plus que je le harcèle et puis j'ai pas non plus envie d'un lien, forcément. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui il est. Pourquoi pas avoir, des liens aussi, hein, mais je veux pas l'embêter plus que ça. Donc je reprends pas de rendez-vous tout de suite et puis je me dis: «Je vais attendre». Donc quelques mois passent, 4 mois, 6 mois et je me décide à retéléphoner, à prendre rendez-vous. Le temps a passé, je me sens bien, mais je me dis qu'il faut vraiment que je sois sûre, en fait. Donc je prends rendez-vous, puis je voyais que la secrétaire, j'avais du mal. Elle m'a dit: «Bah non, je suis désolée, il est décédé». Donc je pleure au téléphone, je pleure. Et puis, bah voilà, je suis vraiment triste parce que, ben, j'ai trop attendu et ben, je pourrai jamais savoir si c'est lui ou pas. Et ça, c'est une grosse frustration, une grosse tristesse parce que, bah, je me dis: «Ben, si c'était lui, bah, je l'ai au moins rencontré, c'est déjà pas mal». Mais, je pourrai jamais savoir. Donc, est-ce qu'il a réagi aussi comme ça? Est-ce qu'il était plus ouvert parce qu'il allait décéder et que j'étais une enfant, née par don, qu'il avait aidé à concevoir, qui était revenu et donc il m'a considérée un petit peu comme sa fille? Ou est-ce que j'étais vraiment sa fille biologique? Bah, ça c'est, grand point d'interrogation, grand point d'interrogation. C'est dur,
C'est dur, mais j'en ressors quand même apaisée parce que je connais toute mon histoire. C'était aussi important pour moi de savoir comment ils faisaient à l'époque, de savoir comment j'ai été conçue, d'être retournée à l'endroit où j'étais conçue, la ville où j'ai été conçue. Et je me dis, bon, je vais quand même suivre les conseils de l'autre femme qui a été née en Suisse, qui me conseillait de faire un test ADN. En Suisse, c'est possible, en fait. On a le droit de faire des tests, ce qu'on appelle récréatifs. Elle m'a conseillé de faire ce test pour retrouver éventuellement des frères et sœurs ou peut-être retrouver un donneur. Et donc, j'ai commandé ma petite boîte qui arrivait et j'ai fait mon prélèvement de salive et je l'ai renvoyé au laboratoire américain qui allait donc me dire s'il y avait un match ou pas. J'ai attendu impatiemment le résultat dans ma boîte email. Et puis, il y avait absolument rien. Je retrouvais que des cousins, cousines de 5e degré. Donc, il y a 3 ans qui se passent où il n'y a aucun match, que des trucs, que des matchs très lointains. Donc, j'oublie de regarder ma boîte email, en fait. J'utilise plus la boîte email, donc ça m'intéresse même plus. Enfin, je regarde plus. Je regarde plus. Est-ce que j'arrête un petit peu les recherches parce que c'est trop de souffrance, en fait, parce que je risque de passer un temps fou et au final de pas avoir de réponse, en fait. Donc, je risque de passer à côté de ma vie pour rechercher le début de ma vie. Enfin, c'est horrible, en fait. Donc, je continue un petit peu ma vie. Je rejoins d'autres personnes qui sont nées parce que ça me fait du bien. Et puis, un jour, par hasard, je consulte, je sais pas pourquoi, ma boîte mail que je regarde plus et je vois que pile, je viens de recevoir un email en disant match. Alors match, je sais même pas vraiment ce que ça veut dire. Je me dis, je vais regarder comme ça au cas où. Je vois que c'est écrit en anglais frère. Et puis je vois une photo de quelqu'un qui me ressemble vraiment pas mal, qui me ressemble. Et je recherche, je regarde encore dans le dictionnaire. Et là, je suis complètement excitée. Je me dis, mais là, je viens de trouver un frère. Et puis, j'envoie un message, mais en même temps, je m'aperçois que la personne m'a aussi envoyé un message en même temps. Et coucou, donc le premier message, on sait même pas coucou, on est frères, ah oui, on est frères. Et puis on reste comme ça, ah, on est vraiment frères, ah oui, on est vraiment frères. Et c'est complètement dingue. Donc je commence à le dire, à le crier sur les toits. J'envoie des MMS à tout le monde pour montrer la photo de mon frère, des SMS à tout le monde, même à mon père. Enfin, c'est même un des premiers à qui je dis regarde, c'est mon frère. Enfin, c'est incroyable. Je suis complètement, c'est complètement fou, quoi. Et puis il me dit attends, il y en a un autre. Il me dit alors attends qu'on mette les choses au clair. Donc en fait là on est 3 actuellement. Donc ça voudrait dire que ta mère aussi a dû avoir des relations avec le père de notre autre frère. Et non, vous y êtes pas du tout en fait. On est nés par don. Ouh là là, attends, donc en fait je crois que donc il me répond, je crois que j'ai une discussion à avoir avec mon père. Ils ont cru que c'était de l'infidélité alors que c'est pas du tout ça. Enfin, ils viennent d'avoir toutes les informations en même temps. Eux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chacun de leur côté, ils se connaissaient pas du tout. Il y en a un qui vit en Autriche, l'autre qui vit en Suisse. Donc, j'ai 2 frères. Et puis, donc maintenant, j'ai la deuxième photo de mon autre frère qui arrive, qui me ressemble, mais c'est vraiment mon jumeau, quoi. Il m'envoie des photos de eux quand ils sont petits. Alors là, vraiment... C'est mes clones, hein. On a vraiment la même tête, c'est incroyable. C'est vraiment justement c'est l'image en fait, c'est rigolo de quand j'étais petite où je me regardais dans le four, mon miroir, c'est vraiment mon miroir. Et alors ils me racontent leur jeunesse, leurs années passées chacun dans leur coin parce qu'ils sont tous les deux en fait, ils sont fils uniques. Et c'est incroyable. On a eu à des centaines de kilomètres une enfance à peu près similaire en fait.
C'est-à-dire qu'on aimait les mêmes sports, on adorait l'eau de la même manière. C'est rigolo parce que mes frères ont fait le même métier que moi, ils ont fait du droit comme moi, et pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire qu'ils auraient bien aimé faire des lettres, étudier les lettres, mais bon, qu'ils ont finalement choisi le droit et qu'ils ne se sentaient pas aussi de faire médecine. Enfin, c'est un peu rigolo. Enfin, c'est rigolo de voir vraiment les points communs qu'on a dans notre physique aussi, mais dans notre caractère. On a vraiment énormément de points communs. Et puis vraiment, il y a un lien fort, en fait. J'ai envie de dire que je les aime, alors que pourtant, c'est des inconnus, je ne les connais pas. Et en même temps, j'ai vraiment envie de les rencontrer et de les connaître parce que ça me permet de restituer le puzzle et de me dire, est-ce que eux, ils ressemblent au donneur que j'ai rencontré, enfin au donneur, est-ce qu'ils ressemblent aussi à ce médecin que j'ai rencontré? Et quand je vois leurs photos, je me dis, mais vous avez vu quand même qu'on ressemble tous à ce médecin-là? On dit, on n'est pas sûr, t'es sûr? Ah oui, c'est vrai. Puis en plus, ils sont quand même attristés de savoir qu'il est décédé. Et par contre, ils me disent, mais nous, faut absolument qu'on se rencontre, quoi. Donc, moi, c'est un grand bouleversement. Alors, c'est aussi un bouleversement parce que je suis enceinte de mon 4e enfant. Je suis enceinte de mon garçon, de mon petit garçon. On continue à s'envoyer sans arrêt des courriers. On s'est jamais eu au téléphone. Et puis là, on décide de prendre un rendez-vous et de se voir. Donc, il y a un de mes frères qui me dit, on se rencontre. L'autre frère pouvait pas parce que donc il est en Autriche et que c'était compliqué pour lui à ce moment-là. Mais bon, on a toute la vie maintenant. Et avec cet autre frère, on fixe une date pour se voir le week-end. Et il me dit, si tu viens chez moi et puis tu passes le week-end chez nous, dans ma famille, avec ta famille. Alors moi, j'avais peur parce qu'au départ, je me dis, je les connais pas, peut-être qu'ils vont pas du tout m'aimer, il y a peut-être quelque chose qui va pas se passer, ça peut pas être idyllique, puis je le connais pas. Donc on se donne rendez-vous à 14h dans un parc. Et là, je me rends au rendez-vous et puis je cherche partout, je cherche pas longtemps en fait, parce que je vois que lui dans ce parc. Et c'est évident que c'est lui, j'ai pas besoin, pourtant il y avait, je sais pas, 50 personnes dans ce parc-là, mais je l'ai tout de suite vu, reconnu comme mon frère. Enfin, moi je pleure, il pleure aussi, c'est complètement dingue. Et puis tout de suite, on a du mal à parler, parce que on se prend dans nos bras. Lui, en fait, c'est lui d'abord qui m'a pris dans les bras. Et puis c'est incroyable, quoi, parce qu'on se ressemble vraiment. Et puis tout de suite, on a commencé à se raconter pas mal de choses, etc. Nous sommes allés dans la clinique, dans l'hôpital où on a été conçus. C'était aussi beaucoup d'émotions. Juste devant parce qu'on peut pas récupérer de dossier, donc on n'a pas d'autres éléments, mais en tout cas, voilà. On a fait que discuter et on avait tellement de choses à s'apprendre et à se raconter, c'était complètement fou. J'ai rencontré sa femme, j'ai rencontré ses enfants, on a tellement de choses à apprendre et à connaître, c'est fou, quoi. Il a invité sa mère. Et puis, donc, j'attendais impatiemment que sa mère, de rencontrer sa mère. Et sa mère arrive et puis elle me voit. Quand elle m'a vue, elle a mis sa main devant sa bouche et elle me dit « Oh, on dirait ma fille !» Et elle a commencé à pleurer. Et j'ai pleuré, on s'est pris dans les bras et elle m'a dit mais moi j'ai toujours voulu avoir une fille. Mais elle me dit mais c'est comme si tu étais ma fille, c'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir une fille. Elle me dit mais c'est incroyable et c'était bouleversant pour toute la famille en fait. C'était complètement. Alors après elle me pose des questions sur moi, elle me dit tu vois il y a des traits de caractère que je comprends pas de mon fils. Est-ce que toi t'es pareil? Je dis bah oui je suis pareil. Ça m'a réconfortée parce qu'elle n'a pas vécu de la même manière. Elle n'a pas vécu d'une manière douloureuse. Elle a vécu d'une manière un peu plus sereine. Lui aussi, c'est son mari qui était vraiment impliqué dans la conception. Mon père, il a un petit peu subi. Et puis, alors son père, malheureusement, est décédé, donc il n'a pas pu connaître tout ça.
Donc on se dit c'est quand même dommage de ne pas avoir révélé le secret, de ne pas avoir dit la vérité plus tôt, parce qu'en fait ils se privent eux-mêmes de choses magnifiques, parce que maintenant mais sa mère, c'est l'impression que c'est ma mère aussi, enfin ça fait une énorme famille, et moi je suis super contente de la rencontrer, enfin c'est génial quoi. J'ai une deuxième maman, j'ai rien de génétique avec sa maman, mais c'est comme si c'était ma maman. Et puis, il m'explique aussi qu'il y en a un quatrième, qu'il y a un quatrième frère, mais que malheureusement, cette personne-là, il n'a pas... Donc, il a fait le test, il est allé qu'une fois sur le site et il n'est plus jamais revenu. Donc, il n'a pas su qu'il avait des frères et sœurs, en fait. Parce qu'on voit qu'il n'a pas ouvert les messages qu'on lui a envoyés. Donc, on sait qu'il ne sait pas. Je pense qu'on doit être vraiment des dizaines. Ça se trouve, on est 50, voire 100. Hein. Je pense qu'ils avaient tellement peu de donneurs. Je pense qu'on est vraiment hyper nombreux. C'est tellement une expérience incroyable que si on était 100, ça serait une centaine d'histoires incroyables, en fait. C'est pas une situation génialissime. Il y a aussi toute cette problématique qui a apporté une enfance un peu difficile, enfin en tout cas pour moi. Mais au final, il y a quand même des bons... il y a une bonne fin. Et puis j'avais l'impression de pas être moi-même en fait, de pas me connaître. Et aujourd'hui, j'ai plus l'impression de me connaître. Avec le recul, maintenant que je sais que je suis née comme ça, je me dis que c'était complètement fou que mon père et mes parents, devant la maladie, ils savaient très bien que j'allais mourir. Et non, ils restaient dans leur secret. Ils allaient pas dire la vérité, quoi. Ils restaient dans le mensonge, quoi. Ils voulaient pas, ils allaient pas dire la vérité. Ils ont rien dit. Genre, je peux pas leur en vouloir parce que je comprends quand même. Je comprends que c'était pas le moment. J'allais mourir, donc c'était peut-être pas le moment de retourner complètement ma vie, quoi. Mais j'avais quand même le droit de savoir avant de mourir, en fait. Avant de mourir. De toute façon, il n'y a pas de moment idéal. Mais il faut quand même le trouver, ce moment-là. Mais il n'y a pas de moment idéal pour annoncer ça. On n'annonce pas ça entre le gratin et la viande. On n'annonce pas ça juste avant de mourir. On n'annonce pas ça avant de partir en vacances ou quand on a un enfant. Enfin, quand on devient grand-parent, on n'annonce pas ça. Mais donc je comprends. Mais en fait, il faut quand même trouver ce moment-là. Donc c'est pour ça que plus tôt est le mieux. Hein. Cet épisode était signé Élodie Font, la musique était de Maxime Daoud et le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à suivre Transfert sur les comptes de Slate.fr, sur Twitter et Facebook et sur la page Transfert Podcast sur Instagram. Vous pouvez aussi m'y suivre, @Chapudelot, et suivre les comptes de Louis Média. À très vite. C'est encore Ketevan d'Audible. Cette écoute vous a plu ? Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.